Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un sujet qui agite un peu la communauté sportive, enfin surtout ceux qui utilisent les montres Garmin. Mhm. On a vu passer un article intéressant sur les dernières annonces concernant la gamme Forerunner. Garmin, bon, c'est une référence, on le sait, Oui, clairement. mais voilà, il y a des nouveaux modèles qui arrivent et en même temps, il semblerait que leur politique de mise à jour pour les montres un peu plus anciennes, elle fasse un peu débat. On va essayer d'y voir plus clair. Oui, c'est ça. Le marché des montres GPS, ça bouge tout le temps, c'est très rapide. Et Garmin, ils sont un peu obligés de jongler. Comment ça? D'un côté, il faut innover, sortir des nouveautés pour rester devant la concurrence. Coros, Polar, Siunto, ils sont là. D'accord. Mais de l'autre, leur choix récent sur le logiciel, surtout depuis 2024, on dirait, ça pousse de plus en plus à acheter le nouveau modèle. Et ça, forcément, ça peut frustrer les utilisateurs qui ont déjà investi. C'est un peu le cœur du problème alors. Exactement. Bon, alors regardons d'abord les nouveautés matérielles. L'article mentionne les Forerunner 970 et 270 pour 2025. Oui, les successeurs des 265 et 965. C'est ça. Pour la 970, il y aurait potentiellement du titane, du verre saphir, une autonomie encore plus longue. Le classique des évolutions haut de gamme, quoi. Voilà. Et de manière plus générale, on voit se confirmer l'écran AMOLED, la puce GPS multibande plus précise. La cartographie embarquée sur les modèles premium. Oui, et puis les analyses avancées comme la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, pour mieux suivre sa récupère. Bon, ça, c'est l'évolution matérielle. Assez attendue, finalement. Là où ça devient plus, disons, où la stratégie de Garmin est plus discutée, c'est sur le logiciel. Ah oui, Ils ne font pas qu'améliorer le matériel, ils segmentent aussi beaucoup les nouvelles fonctions logicielles. c'est-à-dire? Par exemple, l'intégration des séances de muscu dans les plans Garmin Coach, ou un code PIN pour la montre, ou encore le clavier QWERTY amélioré, la synchro body battery True Up entre appareils. Attendez, même des choses comme un clavier amélioré ou la muscu dans Coach, ce sont des fonctions qui pourraient sembler purement logicielles, non? Justement. On pourrait penser que ça ne dépend pas forcément du matériel le plus récent. Quels sont les modèles qui sont exclus en fait? Alors, l'article cite les Forerunner 245, 745, 945. Bon, ça, vu leur âge, ce n'est pas totalement illogique. Ok. Mais, et c'est là où ça fait un peu plus tiquer, c'est que même certaines versions des 255 et 255, qui sont pas si vieilles, Mhm. ou même les Phoenix 7 et Epic Gen 2 standard, donc pas les versions Pro, sont aussi touchées par certaines exclusions. Ah oui. Oui. Par exemple, pas de séance de muscle coach ou de nouveaux claviers sur ces Phoenix 7 standard, d'après ce qui est dit. Donc si je comprends bien, on peut acheter une montre à 700, 800 euros Oui, c'est ça, un investissement. et un an ou deux après, elle est déjà considérée comme dépassée pour certaines fonctions logicielles. C'est un peu dur, non? Garmin dit quoi pour justifier ça? Alors, la justification officielle, c'est souvent les contraintes techniques. Genre, D'avant. d'accord, l'argument technique. Mais bon, faut être réaliste. C'est aussi, et probablement beaucoup, une stratégie commerciale, Pour pousser à renouveler? évidemment, pour inciter à acheter le dernier cri. Ce n'est pas nouveau, hein. Apple, Samsung, ils font un peu pareil avec les téléphones. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas la frustration. L'article reprend d'ailleurs la phrase d'un YouTuber qui dit acheter une montre haut de gamme en espérant des mises à jour futures, c'est un peu jouer à la loterie. C'est bien résumé. Et l'auteur de l'article raconte lui-même être passé d'une 945 à une 965 en partie à cause de ça. D'accord. Alors, concrètement, si on possède une montre un peu plus ancienne, qui marche très bien pour ce qu'on fait, mais qui n'aura pas les dernières fioritures logicielles, quelles sont les options? Faut la mettre à la poubelle? Ah non, heureusement, non. D'abord, il faut se rappeler que la montre fait toujours très bien ce pourquoi on l'a achetée. Le suivi GPS, la fréquence cardiaque, les plans d'entraînement de base. Exactement. L'essentiel est toujours là et fiable. Ensuite, on peut aussi attendre un peu, guetter les baisses de prix sur les générations N-1 ou N2, qui restent d'excellents produits. Bonne idée. Ou alors, si vraiment une nouvelle fonction est cruciale pour sa pratique, là, oui, envisager un renouvellement. Et on peut souvent revendre l'ancien modèle. Le marché de l'occasion pour Garmin, ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Donc, pas de panique, mais c'est une tendance de fond qui est assez claire. C'est tout à fait ça. Pour résumer, Garmin innove, c'est sûr, sur le matériel, sur le logiciel, mais cette politique de mise à jour, elle favorise quand même très clairement les acheteurs des tout derniers modèles. C'est cet équilibre, ou ce déséquilibre peut-être, entre l'avancée technologique et l'incitation commerciale qui pose question.
On s'interroge sur la durabilité perçue de ces appareils finalement. Et ça nous laisse avec une dernière question peut-être. Est-ce que cette stratégie, à terme, ne risque pas de nuire à l'image de valeur sur le long terme de ces montres? C'est une vraie question. Après tout, ce sont des produits chers. Est-ce que ça pourrait pousser certains utilisateurs à se tourner vers d'autres marques, peut-être moins à la pointe, mais avec une autre politique de suivi ou vers des modèles plus simples, moins coûteux? C'est possible. C'est une réflexion intéressante à avoir, effectivement. Ça dépendra beaucoup des priorités de chacun.